Paris s'étendait devant elle comme un tableau en mouvement, un mélange de gris citadin et de dorures anciennes. Camille Moreau descendit du car avec précaution, tenant fermement sa vieille valise en cuir dont les coins usés trahissaient les années d'usage. Ses bottines craquaient sur les pavés mouillés de la gare Montparnasse, tandis que son regard clair balayait la foule sans vraiment chercher quoi que ce soit. Elle portait une robe bleu marine, un cardigan de laine grossière et un châle beige qu'elle avait tricoté elle-même. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon simple, dénué d'élégance urbaine. Rien en elle ne trahissait la modernité, encore moins la sophistication que l'on attendrait d'une femme arrivant dans la capitale pour ce que tout le monde supposerait être une nouvelle vie. Camille venait de Plouguer-Nével, un village breton minuscule entouré de champs et d'animaux. Là-bas, les gens parlaient peu, travaillaient beaucoup et jugeaient encore moins. Ici, chaque regard qu'elle croisait semblait mesurer la longueur de ses manches, la forme de ses chaussures, la raideur de son accent. Alors qu'elle marchait dans la rue, un jeune homme vêtu d'un manteau de marque se retourna ostensiblement pour la dévisager, avant de pouffer en envoyant un message sur son téléphone. Camille ne dit rien. Elle serra un peu plus la lanière de sa valise et continua. La tour de la Croix, imposante structure de verre au cœur du 8e arrondissement, l'attendait. C'était là, disait-on, que les plus grands esprits de la finance se réunissaient chaque matin. C'était aussi là que Camille devait se rendre. Elle passa devant le portique de sécurité, salua timidement l'agent en uniforme, qui lui répondit par un haussement de sourcils, et entra dans le hall immense où l'odeur de marbre ciré et de parfums de luxe se mêlait à celle des expressos rapides. Son pas résonna étrangement sur le sol poli. Des talons hauts s'arrêtèrent près d'elle. Une femme en tailleur, pressée, la regarda de haut en bas avant de s'éloigner sans un mot. Camille s'approcha du comptoir d'accueil et sa présence seule sembla troubler la sérénité feutrée de l'endroit. La réceptionniste, une jeune femme élégamment maquillée au brushing impeccable, leva les yeux sans masquer sa surprise. Elle laissa quelques secondes passer avant de parler, comme si elle espérait que cette vision champêtre disparaisse d'elle-même. « Bonjour, dit Camille doucement. Je suis ici pour un rendez-vous. » Camille Moreau. La réceptionniste haussa les sourcils, visiblement sceptique. Elle tapota sur son clavier avec une lenteur étudiée, sans détacher les yeux de l'écran. « Vous avez une convocation, madame ? On m'a dit de venir directement, pour une entrevue. » Le ton de Camille était calme, presque fragile, mais quelque chose dans sa posture droite trahissait une force contenue. La réceptionniste fronça les sourcils, puis esquissa un sourire pincé. « Je vois. Asseyez-vous là, on va vérifier. » Camille s'assit sur une chaise moderne au design froid, tenant sa valise sur ses genoux. Les gens passaient devant elle comme devant une œuvre anachronique. Certains la regardaient, d'autres l'ignoraient délibérément. Deux jeunes hommes en costume installés non loin la pointèrent du menton en ricanant. « On dirait qu'elle a pris le mauvais train. T'es sûr que c'est pas la dame de ménage ?»« Non, pire, elle veut une entrevue, » s'étouffa l'autre. « Une entrevue? Avec qui? Le concierge ?» Camille les entendit clairement. Elle ne bougea pas. Son regard resta fixé sur le mur d'en face, son expression inchangée. Il y avait dans son silence une forme de dignité que personne ne semblait capable de reconnaître. Pas encore. À l'intérieur du bâtiment, les couloirs sentaient l'ambition et le café noir. Les écrans affichaient des graphiques mouvants, des titres boursiers, des actualités économiques en boucle. Camille se leva finalement, droite et silencieuse, et suivit un employé qui lui fit signe de le suivre sans mot dire. Son pas était lent mais déterminé. Dans l'ascenseur, l'homme appuya sur le bouton du 14e étage sans la regarder. Le silence était pesant. Quand les portes s'ouvrirent, Camille aperçut à travers les baies vitrées l'agitation d'un monde qui ne lui ressemblait pas. Costume cintré, visage fermé, jargon d'initié. Une femme aux cheveux tirés en chignon l'attendait, bloc-notes en main. Elle ne sourit pas. « Vous êtes Camille Moreau ?»« Oui. Vous vous êtes trompé. Ici, on n'embauche pas de profil comme le vôtre. Retournez d'où vous venez. » Elle n'éleva pas la voix. Elle n'avait pas besoin. Le mépris suintait dans chaque syllabe. Camille acquiesça doucement, puis se retourna, sans répondre. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Mais avant de franchir la porte, elle murmura à elle-même un seul mot, discret comme un souffle, « de la Croix ». Puis elle descendit lentement les escaliers, sa valise claquant à chaque marche, le regard toujours aussi calme. Rien dans cette matinée
ne semblait annoncer ce qui allait suivre. Rien, sauf ce silence si particulier. Le silence de ceux qui savent et qui attendent leur heure. L'ascenseur descendait lentement, chaque étage semblant mettre une éternité à défiler. Camille gardait le regard fixé sur ses chaussures, sans ciller. Dans son esprit, les mots de la femme au chignon résonnaient encore, froids et tranchants, comme des lames bien aiguisées. « Retournez d'où vous venez ». Cette phrase n'était pas une simple remarque. C'était une sentence, une tentative d'effacement. Quand elle atteignit le rez-de-chaussée, le hall semblait plus vaste, plus hostile encore. Les mêmes regards, la même tension suspendue dans l'air. Pourtant, quelque chose avait changé. Camille ne marchait plus avec prudence. Elle avançait avec une lenteur calculée, chaque pas chargé de conscience. Elle savait maintenant à quoi s'attendre. Le mépris n'était pas une surprise, mais une confirmation. Assis dans un fauteuil de cuir près de l'entrée, un homme en costume gris foncé la suivait du regard. Il avait la cinquantaine, les traits sévères, la mâchoire contractée. Ses mains étaient croisées sur une tablette dernier cri, mais son regard n'avait pas quitté Camille depuis qu'elle avait quitté l'ascenseur. Il observait comme on observe une anomalie dans un système huilé. Lorsqu'elle passa près de lui, leurs yeux se croisèrent, un instant suspendus. Il ne sourit pas, elle non plus. « Elle n'a rien à faire ici », murmura-t-il à voix basse, sans s'adresser à personne en particulier. Camille ne ralentit pas. Ce genre de phrase, elle l'avait entendu 100 fois. Au marché de Loudéac, chez le médecin de Guingamp, au guichet d'une banque à Saint-Brieuc. Le monde avait ses gardiens et cet homme en faisait partie. Il portait la même assurance que les autres, celle de ceux qui croient savoir qui mérite quoi. Elle sortit de la tour de la Croix sans se retourner. Le ciel était devenu plus clair, sans pour autant chasser la morsure de l'humidité. Sur le trottoir, elle s'arrêta un moment, observant la foule parisienne défiler devant elle. Hommes pressés, femmes élégantes, téléphones à la main, visages fermés. Camille ne cherchait pas à s'intégrer à ce décor. Elle était là pour une raison plus profonde, une raison qu'eux-mêmes finiraient par comprendre, mais pas aujourd'hui. Elle marcha sans destination précise, traversant les artères du 8e arrondissement comme une étrangère dans un monde de vitrines. Elle s'arrêta devant une boulangerie, mais n'entra pas. Elle observa le reflet de son visage dans la vitrine. Ses traits n'étaient pas fatigués, seulement fermes. Elle repensa à sa mère, aux étés dans les champs, à la peau rugueuse de ses mains, au silence plein de sens. Plus tard, elle trouva refuge dans un petit parc à l'ombre d'un érable centenaire. Elle s'assit sur un banc, posa sa valise à ses pieds et sortit un carnet à la couverture de tissu. Elle nota soigneusement l'heure, le lieu, les visages, le nom de la tour, le regard de l'homme au costume gris, le ton de la femme du 14e étage. Chaque détail était consigné avec précision. Elle n'était pas venue pour mendier une opportunité. Elle construisait quelque chose, brique après brique, et chaque humiliation en devenait un pilier. Au même moment, dans les bureaux de la Tour de la Croix, une agitation silencieuse se propageait. Le nom de Camille Moreau avait atterri par erreur dans une liste interne, déclenchant une série de vérifications. Qui l'avait envoyé? Pourquoi ce nom inconnu s'était-il frayé un chemin jusqu'aux étages supérieurs? Un stagiaire apeuré fut convoqué. On parla de confusion, de malentendu. Le directeur adjoint demanda qu'on efface toute trace de son passage. Il ne fallait pas qu'un nom étranger trouble l'harmonie si bien contrôlée du système. Mais le système avait été effleuré, et dans les heures qui suivirent, le nom de Camille revint, murmuré dans un couloir, noté en marge d'un agenda, évoqué dans une réunion fermée. Pas pour ses compétences, qu'on ignorait encore, mais pour le malaise qu'elle avait laissé derrière elle, une présence qui ne collait pas au décor, et dans un monde où tout devait coller, c'était suffisant pour inquiéter. Le soir tomba sur Paris avec sa lumière orangée et ses ombres longues. Camille était toujours sur le même banc. Elle relut ses notes, ferma son carnet et le glissa dans la poche intérieure de son manteau. Elle se leva, reprit sa valise et marcha jusqu'à un petit hôtel discret de la rue Saint-Augustin. Une chambre lui avait été réservée par une connaissance de longue date, un certain Marcel, qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Il ne lui posa pas de questions quand elle entra. « Toujours aussi droite, Camille, » dit-il en lui tendant la clé. Elle hocha simplement la tête. Il ajouta en la fixant de ses yeux clairs, « Tu sais ce que tu fais ?» Elle répondit après un long silence, « Mieux que jamais. »
La chambre était modeste mais propre, un lit à couverture épaisse, une table en bois clair, une lampe qui diffusait une lumière chaude. Camille s'assit à la fenêtre, observant les voitures passer en contrebas. Elle ouvrit son carnet à une nouvelle page et écrivit un seul mot en lettres majuscules, « invisible ». Puis, elle le souligna 3 fois. Demain serait un autre jour, mais le regard de mépris qu'on lui avait lancé aujourd'hui, elle le garderait gravé, non comme une blessure, mais comme un rappel. La pierre angulaire d'un plan qui ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la lumière blafarde de 7 heures filtrait à travers les rideaux épais de la chambre d'hôtel. Camille était déjà debout depuis longtemps, les mains posées à plat sur la petite table en bois. Devant elle, le carnet était ouvert, les lettres de la veille soulignées, presque gravées dans la fibre du papier. Elle relut ses notes, les relia mentalement à d'autres souvenirs, à d'autres noms, puis referma le carnet avec lenteur. Il n'y avait rien à modifier. Tout était exact. Elle quitta l'hôtel sans prendre de petit déjeuner. Les rues étaient encore calmes, les passants rares, et la ville semblait retenir son souffle avant l'assaut quotidien du bruit et de la vitesse. Camille marchait en direction de la tour de la Croix, non pas pour y entrer à nouveau, mais pour observer. Elle s'installa sur un banc situé à bonne distance, suffisamment loin pour ne pas être remarquée, mais assez près pour voir les visages, les allées et venues. Elle resta là 2 heures sans bouger, les yeux fixés sur l'entrée principale. Elle comptait, elle enregistrait. À 9 heures précises, le même homme en costume gris passa devant la tour, son attaché-case à la main, le regard fixé, droit devant lui. Il ne vit pas Camille, ou peut-être feignit-il de ne pas la voir. Elle le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le hall. C'était lui, elle en était certaine, l'un des premiers à avoir manifesté un mépris ouvert. Mais ce n'était pas son attitude qui intriguait Camille. C'était autre chose. Un détail presque invisible. Son regard n'avait pas vacillé une seule fois, pas même quand il avait croisé celui de Camille la veille. Il n'avait pas vu une étrangère, il avait vu un intrus. Et cette nuance faisait toute la différence. Vers 10 heures, un jeune employé sortit fumer une cigarette près de la porte latérale. Camille nota sa montre, ses chaussures, la façon dont il regardait autour de lui comme s'il craignait d'être observé. Puis elle se leva et s'éloigna lentement, disparaissant dans la foule sans se retourner. Elle prit le métro jusqu'au quartier de la bibliothèque François Mitterrand. Là, dans la grande salle de lecture, elle consulta les archives numériques, accédant à des bases de données confidentielles auxquelles elle avait obtenu un accès grâce à un ancien professeur de sociologie, aujourd'hui en poste à l'université de Nanterre. Elle entra les mots « Delacroix plus plainte interne »,« employé disparu »,« réorganisation non déclarée ». Peu de résultats en surface, mais en croisant les dates, les événements et quelques articles oubliés, une première ligne émergea. Un analyste financier, Antoine Vallier, avait quitté la société 2 ans plus tôt sans laisser d'adresse. Puis un autre nom revint. Élodie Garnier, responsable marketing, disparue des organigrammes sans mention. Aucun communiqué officiel, aucun adieu publié. Camille nota tout dans son carnet. Elle commençait à cerner les contours d'un système, souterrain, quelque chose de caché derrière les façades vitrées et les sourires tendus. Mais ce n'était qu'un début. En sortant de la bibliothèque, elle prit un bus en direction de Belleville. Là, elle retrouva un vieil immeuble en pierre, dont la façade décrépite n'attirait aucun regard. Au 3e étage, elle frappa à une porte. Une voix rauque répondit « C'est toi, la Bretonne ?»« Oui. » La porte s'ouvrit sur une femme aux cheveux courts et aux yeux fatigués. Elle portait une chemise trop grande, et sa cuisine sentait le café brûlé. « Entre vite. Pas envie que les voisins t'entendent. » La femme s'appelait Sophie Desmarais. Ancienne employée de la Tour de la Croix, elle avait quitté son poste brutalement, après un incident non précisé. Camille l'avait contactée par une chaîne discrète d'anciens collègues. Elle était l'une des rares à avoir accepté de parler. « Je ne veux pas que mon nom ressorte », commença Sophie. « Je ne devrais même pas te laisser entrer. Mais si tu veux comprendre ce qui se passe là-bas, commence par ceci. » Elle posa un dossier sur la table. À l'intérieur, des notes manuscrites, des extraits de courriels, des documents internes photocopiés à la hâte. Tout le monde pense que c'est juste une boîte comme les autres. Mais ce n'est pas vrai. Delacroix ne vend pas seulement des conseils financiers. Ils vendent autre chose. Quoi?
Sophie hésita, son regard soudain inquiet. De l'influence, pas politique, pas médiatique, quelque chose de plus profond. Ils savent ce que tu es prêt à entendre, ce que tu veux croire. Et ils l'utilisent contre toi ou pour toi. Ça dépend. Camille ne dit rien. Elle tourna lentement les pages du dossier, lisant en silence. « Ils t'ont déjà repéré, » reprit Sophie. « Tu crois que tu peux les observer? Mais eux aussi t'observent. Tu n'es pas invisible, Camille. Tu es une anomalie, et ils détestent les anomalies. »« Je n'ai pas peur, » dit Camille calmement. « Tu devrais. Moi, je l'ai été. » Il y eut un long silence. Sophie alluma, une cigarette d'une main tremblante. Camille rangea les documents dans une pochette, puis se leva. « Merci pour ta confiance. Je ne dirai rien sur toi. » Sophie acquiesça, la main sur la poignée de la porte. « Tu penses encore que tu peux changer quelque chose ?» Camille se tourna une dernière fois. « Je ne suis pas venu pour changer. Je suis venu pour révéler. » Le soir même, de retour à l'hôtel, Camille relut les documents une dernière fois. Il y avait une logique à tout cela. Une logique invisible à l'œil non averti. Mais elle la voyait se dessiner. Chaque pièce du puzzle était un fragment d'un secret enfoui, protégé par des regards méprisants et des silences organisés. Et dans le calme de la nuit, alors que Paris se drapait dans l'obscurité, une certitude nouvelle naquit en elle. Ce n'était pas la tour qu'elle devait affronter, c'était ce qu'elle contenait et ce qu'elle dissimulait. Le lundi suivant, Camille était de retour dans le quartier de la Tour de la Croix avant 8 heures du matin. Le ciel était d'un gris uniforme et une fine bruine tombait silencieusement, rendant les trottoirs glissants et les visages encore plus fermés. Elle n'était pas là pour entrer cette fois. Elle observait, carnet en main, imperméable bien boutonné, regard attentif. Elle avait remarqué, les jours précédents, que certains employés prenaient un ascenseur différent. Plus discret, situé dans une aile secondaire du hall, accessible seulement par badge spécial. Et surtout, cet ascenseur ne s'arrêtait jamais avant le 14e étage. Camille suivit un homme d'apparence ordinaire, lunettes cerclées de métal, cartable de cuir noir, qui emprunta précisément ce chemin. Elle nota son badge, son comportement, la manière dont il ne saluait personne, comme s'il était invisible, lui aussi. L'homme scanna son badge, entra dans l'ascenseur et disparut. Les portes se refermèrent sans un bruit. Aucun numéro ne s'afficha sur le panneau extérieur. Ce qu'elle soupçonnait se confirmait peu à peu. Le 14e. Qu'étage, celui-là même où elle avait été rejetée, n'était pas un simple niveau administratif. Il était un lieu à part, un centre névralgique, un nœud. Le même jour à midi, Camille rencontra un autre contact. Il s'appelait Lucien Berger, ancien consultant en sécurité informatique pour plusieurs grandes entreprises. Il l'attendait dans un café excentré du 17e arrondissement, à l'allure quelconque, mais dont la salle arrière servait parfois de lieu de réunion officieux. Lucien, la cinquantaine décontractée, regard vif, posa immédiatement une clé USB sur la table. « Ce que tu cherches est dans les journaux d'accès. J'ai réussi à extraire partiellement les logs de badge du 14e étage pour les 2 dernières semaines. Mais c'est crypté, il te faudra un autre outil pour les lire. Tu peux me dire ce que tu as vu ?» Lucien hocha la tête. « Ce n'est pas un étage comme les autres. Il l'appelle le noyau. C'est là que se décident des choses qui ne figurent dans aucun organigramme. Il y a des réunions sans ordre du jour, des rapports qui n'arrivent jamais aux archives centrales, et surtout des personnes qui apparaissent dans les journaux d'accès, mais qui ne sont rattachées à aucune fonction officielle. Des noms, pseudonymes, initiales, jamais les mêmes badges, c'est comme un circuit fermé, une entreprise dans l'entreprise. » Camille garda le silence, le regard fixé sur la clé USB. Ce qu'elle tenait là était plus qu'une preuve, c'était une brèche. Lucien se pencha, plus grave. « Tu sais à quoi tu joues, Camille ? Ce n'est pas une enquête journalistique. Ce n'est pas une injustice à réparer. Ce que tu touches, là, c'est un système de contrôle invisible, et il n'aime pas les curieux. » Elle répondit d'une voix posée. « Je ne suis pas curieuse, je suis patiente. » Il sourit, malgré lui. « Alors fais attention, parce que ceux du 14e ne sont pas des financiers. Ce sont des stratèges, ils ne licencient pas, ils effacent. » De retour dans sa chambre d'hôtel, Camille se mit à décrypter les journaux d'accès avec un logiciel installé sur un vieil ordinateur prêté par Marcel.
Les heures passèrent dans un silence tendu, ponctué uniquement par le grincement de la chaise ou le grésillement de la lampe. Elle recoupait les entrées, analysait les fréquences, les regroupements horaires. Et un schéma apparut. Tous, les lundis, mercredis et vendredis, entre 9h et 11h du matin, un groupe d'au moins 6 personnes se réunissait au 14e. Toujours les mêmes initiales, jamais les mêmes. Horaires exacts, mais toujours dans cette fenêtre. Le plus troublant fut la présence récurrente d'un badge anonyme, sans identifiant, apparaissant 2 fois par semaine. L'accès n'était jamais précédé ni suivi d'une entrée au rez-de-chaussée, comme si cette personne n'était jamais entrée dans la tour, comme si elle s'y trouvait déjà. Camille griffonna rapidement une série de lignes sur son carnet, reliant les horaires à certains événements récents. Une chute inattendue d'actions d'une société concurrente, une nomination surprise, au conseil d'administration d'un fonds partenaire, la démission inexpliquée d'un cadre supérieur d'une filiale. Tout semblait coordonné. Mais le plus surprenant arriva lorsqu'elle recroisa ces données avec un ancien mémo récupéré auprès de Sophie Desmarais. Une note interne de 2 ans plus tôt mentionnait un protocole M, classé confidentiel, associé à des réunions dites stratégiques non cataloguées au 14e étage. Aucun contenu, aucun signataire. Juste une indication. Activation. Conditionnel. Camille resta figée. M. Cela ne pouvait être une coïncidence. Elle retourna sur le site de la tour au crépuscule, se positionnant cette fois dans un immeuble en face, au 6e étage, dont elle avait loué pour une semaine un petit studio inutilisé. Depuis la fenêtre, elle avait une vue parfaite sur les étages supérieurs. Elle pointa ses jumelles sur le 14e étage. La lumière était allumée dans 2 bureaux. Des silhouettes y circulaient. Une en particulier attira son attention. L'homme en costume gris, encore lui. Il parlait à une autre personne, plus grande, dont le visage était masqué par l'angle de la fenêtre. Camille observa longtemps. Puis elle nota une dernière chose, presque imperceptible. Dans l'un des bureaux, accrochée au mur, se trouvait une peinture ancienne. Une toile qu'elle reconnaissait. Elle appartenait à un musée breton, disparu lors d'un incendie 10 ans plus tôt. Ce détail, anodin en apparence, prit une autre dimension. Elle ferma ses jumelles lentement, le souffle retenu. Le 14e étage n'était pas qu'un lieu. C'était un monde parallèle, dissimulé dans les hauteurs d'un immeuble ordinaire. Et maintenant, elle savait où frapper. La nuit était tombée sur Paris, mais Camille restait immobile devant la fenêtre du studio loué. Ses mains serraient le carnet contre sa poitrine, et dans ses yeux brillait une lumière qui n'avait rien à voir avec les lampadaires de la rue. Ce qu'elle avait vu au 14e étage ne relevait plus de la simple intuition. C'était une certitude. Un réseau secret, ancien, structuré, agissait dans l'ombre de la tour de la Croix. Et si la toile disparue avait réellement trouvé refuge là-haut, alors ce réseau avait les moyens de récupérer, cacher et faire oublier bien plus que des œuvres d'art. Le lendemain, Camille se rendit à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Elle chercha le catalogue des œuvres perdues durant les incendies de musées et les vols non élucidés. Elle retrouva la mention de la toile en question, L'éveil des ombres, une œuvre de Jules Raymond Leclerc, disparue en 2015 lors d'un mystérieux incendie au musée de Dinan. Ce feu n'avait jamais été élucidé. L'enquête avait conclu à une défaillance électrique, mais aucun indice n'avait jamais permis de localiser les tableaux volés. Camille fit une copie du rapport d'origine, où figurait une photo en noir et blanc de la peinture. Elle la compara à ce qu'elle avait vu à travers ses jumelles. Les formes, les contrastes, la composition, tout correspondait. Quelqu'un, au 14e étage, avait eu intérêt à récupérer cette œuvre disparue. Mais pourquoi? Que représentait-elle? Une simple obsession esthétique ou une pièce d'un jeu plus vaste? De retour dans son studio, Camille relut les noms des employés disparus, Antoine Vallier, Élodie Garnier, puis 2 autres mentionnés par Sophie Desmarais, dont les départs n'avaient jamais été annoncés officiellement. Elle dressa une chronologie. Toutes les disparitions coïncidaient avec les périodes où le protocole M semblait avoir été activé. 3 mois après chaque réunion stratégique non cataloguée, une disparition. Aucun corps retrouvé, aucun motif visible. Mais dans chaque cas, un changement majeur dans la direction d'une filiale ou une restructuration.
Camille se rendit ensuite dans un ancien immeuble administratif du 15e arrondissement, désaffecté depuis plusieurs années. Elle y retrouva une archiviste à la retraite, Thérèse Lamarque, qui avait travaillé autrefois pour le ministère de l'économie. Thérèse accepta de lui parler après avoir vu les notes de Camille. « Vous savez, mademoiselle Delacroix, ce n'était pas toujours une entreprise privée. À l'origine, c'était une initiative mixte entre l'État et certaines entités industrielles. Un projet de surveillance et d'optimisation des flux économiques. Officiellement, c'est devenu une société indépendante dans les années 90. Mais en réalité, certains liens sont restés. Quels liens? Thérèse, lui, lança un regard prudent. Des agents, des unités de contrôle, pas de la police, pas de la DGSI. Quelque chose entre les deux. Une cellule d'analyse stratégique, capable d'influer sur les marchés en temps réel. Une main invisible. Mais avec les années, elle a glissé hors de tout contrôle. Vous avez entendu parler d'un protocole M? Thérèse pâlit légèrement. Ce n'est pas un protocole, c'est une méthode. M pour mémoire. Ils stockent les profils, les vulnérabilités, les désirs, puis ils effacent les traces. Pas physiquement, socialement, professionnellement. Les gens ne disparaissent pas dans un sens dramatique. Ils cessent juste d'exister. Plus d'emails, plus de réponses, plus de contrats. Ils deviennent fantômes. Camille nota chaque mot. Ce que disait Thérèse correspondait à tout ce qu'elle avait observé. Delacroix n'était pas un simple cabinet de conseil. C'était une fabrique de réalité, une machine à effacer ce qui dérangeait. Mais une question la hantait désormais. Pourquoi l'avoir laissée entrer ce jour-là? Pourquoi l'avoir conduite précisément à l'étage où se tenait ce réseau? L'hypothèse d'une erreur commençait à s'effriter. Et si, au contraire, elle avait été attendue, observée? Elle retourna dans sa chambre où elle reçut un appel inconnu. La voix au bout du fil était grave, distante. « Mademoiselle Moreau? Oui. Vous avez été remarquée. Cessez vos recherches, ou vous deviendrez comme les autres. Qui êtes-vous » Le silence. Puis un déclic. L'appel était terminé. Camille resta figée quelques secondes, l'oreille encore tendue vers le vide. Elle s'assit lentement, relut ses notes, les photographies, les schémas. Puis elle se leva, déchira une page de son carnet et y inscrivit « S'ils me voient, ils savent, mais s'ils me craignent, je gagne ». Elle épingla cette phrase sur le mur, face à elle. Dans les jours qui suivirent, Camille ne sortit presque plus. Elle décortiqua les données, traça les liens et découvrit d'autres coïncidences troublantes. Un sénateur qui avait voté contre une réforme des marchés, puis soudainement disparu de la vie publique. Un journaliste économique retrouvé ruiné après avoir publié un article accusateur contre un ancien associé de Delacroix. Toujours le même schéma. Une montée, un geste de défi, puis l'oubli. Dans cette mécanique, Camille avait désormais sa place. Non comme une victime, mais comme une anomalie à éliminer. Elle en avait conscience, et cela ne l'effrayait pas, cela l'armait. Car derrière chaque disparition, il restait une trace, et c'est cette trace qu'elle s'engageait à révéler. 3 jours passèrent sans que Camille ne mette le pied hors du studio. Les rideaux étaient tirés, la lumière tamisée, les murs tapissés de feuilles, de schémas, de photographies. Chaque surface était couverte de notes, de flèches, de noms entourés de rouge. Une carte mentale en relief, construite à partir d'un chaos méthodique. Elle dormait peu, se nourrissait à peine. Mais son esprit était d'une lucidité absolue. C'est au 4e jour qu'elle reçut un email, envoyé depuis une adresse cryptée. Le message ne contenait qu'un lien. Aucune signature, aucun mot d'introduction. Camille hésita un instant, puis ouvrit un terminal sécurisé et lança la page à partir d'un proxy anonyme. L'écran afficha une vidéo, floue au début, puis lentement plus nette, une pièce sombre, éclairée par la lumière pulsée d'un projecteur. Et une voix. « Camille Moreau, vous pensez nous étudier, mais c'est vous qui êtes observée. » La voix n'avait rien d'humain dans son ton. Elle était plate, dépourvue, d'émotion mais étrangement captivante, comme une incantation technologique. Depuis votre arrivée, vos déplacements sont suivis, vos contacts surveillés, vos données analysées. L'image changea, Camille entrant dans la bibliothèque. Camille parlant avec Lucien Berger. Camille devant la tour de la Croix. Vous n'êtes pas une menace. Vous êtes un test, une variable.
Le visage d'un homme apparut partiellement dans l'ombre. Elle ne le reconnut pas immédiatement, mais ses traits évoquaient quelqu'un. Un reflet. Une silhouette déjà vue dans les couloirs du 14e étage. Vous pouvez encore choisir de disparaître. Tout cela s'effacera. Nous pouvons garantir votre silence par l'oubli, non par la violence. La vidéo s'arrêta sur une image fixe. Une photo d'enfance de Camille. Une image qu'elle n'avait jamais partagée. Une photographie rangée depuis des années dans un tiroir du grenier familial. Camille ferma l'ordinateur. Son souffle était court, ses mains moites. Il savait, non seulement où elle allait, mais qui elle était, ce qu'elle avait été. Ils avaient plongé dans sa mémoire. Elle prit une douche froide, rassembla ses notes et appela Marcel. « Je dois disparaître quelques jours. Si tu ne reçois rien de moi d'ici une semaine, fais passer les documents à Thérèse Lamarque. »« Tu es en danger, Camille ?»« Pas plus que d'habitude. Mais je vais devoir entrer. »« Où ?»« Là où ils m'attendent. Là où tout commence. » Elle raccrocha. Quelques heures plus tard, déguisée d'une perruque blonde, lunettes épaisses et tailleur sobre, elle franchit l'entrée secondaire de la Tour de la Croix avec un faux badge, généré grâce aux identifiants extraits par Lucien. Le badge appartenait à un ancien consultant dont l'identité avait été empruntée temporairement. Elle savait que ce passage ne fonctionnerait qu'une seule fois. Elle entra dans l'ascenseur secondaire, celui qui menait au 14e étage. Aucun chiffre ne s'afficha. Seule une lumière rouge clignota, puis les portes s'ouvrirent. L'étage n'avait rien d'un open space classique. Les murs étaient sombres, les vitres teintées. L'éclairage diffus venait du sol, créant des ombres mouvantes sur les visages. À peine avait-elle mis un pied à l'intérieur qu'un homme s'approcha. Non? Moreau. Camille. Moreau. Il ne sembla pas surpris. Il fit un signe de tête, l'invitant à avancer. « Vous êtes attendu. » Elle le suivit dans un couloir silencieux, aux murs tapissés de documents cryptés, de cartes mentales, semblables à celles qu'elle avait construites dans son studio. Tout ici ressemblait à ce qu'elle avait imaginé, mais en plus froid, en plus clinique. Ils entrèrent dans une salle circulaire. 5 personnes y étaient assises, chacune dans l'ombre. Au centre, un siège unique. On lui fit signe de s'y installer. La voix qu'elle avait entendue dans la vidéo reprit, cette fois en direct. « Vous avez cherché à comprendre. C'est une erreur que nous attendions. Pourquoi moi? Parce que vous êtes l'exception. Le résidu d'un programme oublié. Votre dossier, votre enfance, votre parcours, vous êtes la somme d'un calcul abandonné. » Quel programme? Un murmure parcourut la salle. Puis un des membres se pencha dans la lumière. Le programme Mémoire. M pour mémoire. Vous deviez être effacé, mais le protocole a échoué. Camille sentit son cœur cogner. Elle comprenait maintenant. Son passé, ses silences, ses trous de mémoire. Elle n'était pas seulement une anomalie, elle était un rappel, une survivante d'un effacement qui avait échoué. Que me proposez-vous? Intégration, compréhension ou disparition? Elle sourit doucement. Je choisis la mémoire. Le silence s'abattit dans la pièce. Un long silence. Puis un des membres se leva. Alors souvenez-vous. Et regardez. Sur un mur, un écran s'alluma. Des images défilèrent. Sa naissance, son enfance, les moments oubliés, les visages flous, tout ce qui avait été effacé, tout ce qu'on avait tenté d'anéantir. Et Camille vit. Elle vit les connexions. Elle vit les manipulations. Elle vit ce que la Tour de la Croix cachait depuis des décennies. Et elle comprit. Les images se succédaient sur le mur lumineux, comme projetées depuis un puits sans fond. Camille, assise au centre de la pièce, ne bougeait pas. Autour d'elle, les 5 silhouettes observaient en silence. Elle ne cherchait pas à convaincre ni à expliquer. Elle montrait, et Camille absorbait. Chaque image réveillait un fragment endormi. Un geste, un visage, une voix. Elle ne regardait plus l'écran avec les yeux de la raison, mais avec ceux d'une mémoire longtemps étouffée. Elle se revit enfant, assise sur le parquet d'une maison inconnue, devant un homme au regard calme et à la voix douce. Il lui parlait avec une précision étrange, articulant des phrases qu'elle ne comprenait pas alors, mais qui maintenant résonnaient avec une clarté effrayante. « Ta mémoire est un labyrinthe, Camille. Certains y naissent. Toi, tu y as été déposé. » Elle vit ensuite une pièce blanche, semblable à un laboratoire, où plusieurs enfants jouaient en silence,
chacun face à une tablette. Elle reconnut une fille au regard bleu acier. Elle se souvint de son nom, Maëlle. Elles avaient été amies. Puis Maëlle avait disparu, un jour sans avertissement. Les adultes avaient dit qu'elle était reprogrammée. À l'époque, Camille ne comprenait pas. Aujourd'hui, elle savait. Maëlle n'avait pas été réorientée. Elle avait été effacée. D'autres souvenirs remontèrent. Une salle, d'attente aux murs nus, un examen étrange avec des électrodes, des voix filtrées derrière une vitre sans teint. Le sujet présente une résistance anormale aux stimuli. Protocole M interrompu à 78%. Une décision avait été prise. Camille ne serait pas intégrée. Pas totalement, pas immédiatement. Elle vit enfin le départ. Une femme, sa mère d'adoption, venant la chercher un matin froid. Une valise neuve, des papiers administratifs, une nouvelle vie, loin de tout, loin du centre. Elle avait été placée dans un village breton, élevée avec douceur mais sans explication. Tout ce qui l'avait précédé avait été scellé sous le mot « confidentiel ». Les images cessèrent. La salle redevint silencieuse. Camille restait figée, incapable de parler. Tout ce qu'elle avait cru être son passé n'était qu'un écran. Une version simplifiée d'une vérité trop complexe. Elle ne s'était pas construite librement. On l'avait orientée, détournée, suspendue dans un entre-deux. Une des silhouettes s'approcha. C'était la même femme qu'elle avait vue la première fois au 14e étage, celle qui l'avait rejetée froidement. « Vous commencez à comprendre. »« Pourquoi me montrer tout cela maintenant ?» demanda Camille, la voix rauque. « Parce que vous avez retrouvé l'entrée du labyrinthe et parce que vous avez survécu à l'oubli. Je ne suis pas un projet, je suis une personne. Et c'est ce qui vous rend dangereuse. Vous êtes ce que nous avons tenté d'effacer, une mémoire consciente. » Camille se leva lentement, ses jambes encore incertaines. Elle regarda autour d'elle, comme pour mesurer l'espace. Rien ne semblait hostile, mais tout l'était. Vous avez utilisé des enfants comme terrain d'essai. Vous avez effacé, modelé, dirigé des vies entières. Nous avons optimisé. Dans un monde sans mémoire, l'efficacité est la seule morale. Et ceux qui résistent, ils deviennent des récits oubliés, jusqu'à ce qu'ils se taisent. Camille sentit une colère froide monter en elle. Pas un cri, ni un geste, mais une certitude. Elle ne se tairait pas. Elle ne disparaîtrait pas dans une nouvelle version d'elle-même. Je veux voir les dossiers, tous, les miens, ceux des autres. Je veux savoir ce que vous avez fait. Un silence, puis un léger hochement de tête de l'homme assis le plus à droite. Il appuya sur une commande et un mur s'ouvrit, révélant une salle d'archives numériques. Des milliers de dossiers, classés par numéro, par année, par statut. Camille s'y engagea, seule. Elle commença à chercher. Elle retrouva son propre dossier. CM0C127. Elle ouvrit les fichiers un à un. Ses examens, ses phases de test, les évaluations comportementales. Tout y était, consigné avec une froideur clinique. Puis, elle chercha d'autres noms. Maëlle, Antoine Vallier, Élodie Garnier. Des traces, des fragments, des phrases codées. Chaque dossier était une existence modifiée, réécrite, réduite à des variables. Camille recopia, enregistra, transféra sur des clés chiffrées. Elle savait qu'elle n'aurait pas d'autre chance. À tout moment, ils pouvaient la retenir, l'effacer à nouveau. Mais rien ne se passa. Ils la laissèrent faire, comme s'ils attendaient de voir ce qu'elle ferait de ce savoir, ou comme s'ils savaient déjà que rien ne sortirait de ces murs. Camille sortit de la salle d'archives, ses poches remplies de preuves. Elle regarda les 5 silhouettes. Vous vous êtes cachés derrière l'oubli, mais je me souviendrai pour ceux que vous avez fait disparaître. « Et que ferez-vous, Camille Moreau ?» demanda la voix. « Je reconstruirai. Une mémoire, partagée, une vérité impossible à effacer. Alors vous êtes perdu. » Elle sourit. « Non, je suis retrouvée. » Elle quitta le 14e étage sans escorte. Aucun badge ne l'arrêta. Les portes s'ouvrirent devant elle comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Mais elle n'appartenait à rien, et c'était sa force. Camille quitta la tour de la Croix peu avant minuit, sous une pluie fine qui semblait laver les façades de leurs secrets. Ses poches étaient lourdes de données, mais son esprit l'était encore plus. Elle n'avait pas seulement vu l'ossature du système, elle en avait pénétré le cœur. Et à l'intérieur, elle n'y avait trouvé ni monstre ni figure mythique, juste des êtres méthodiques, froids, déterminés à remodeler le réel au nom d'un ordre qu'eux seuls comprenaient. Elle prit le métro en direction de la station Jaurès, puis marcha jusqu'au canal.
suivant des chemins qu'elle seule connaissait. C'est là, dans une arrière-salle d'une librairie abandonnée, qu'elle retrouva Marcel. L'homme la vit entrer sans dire un mot. Il referma la porte derrière elle, vérifia les verrous, puis alluma une petite lampe à huile. Camille posa ses clés USB sur la table. « J'ai tout », dit-elle simplement. Marcel n'eut pas besoin de demander. Il s'assit face à elle, l'air grave. « Tu sais ce que ça signifie, ce que ça va déclencher ? Ce n'est plus une question d'alerter, c'est une question de réveiller. » Marcel sortit un vieux téléphone satellite relié à un routeur crypté. Il tapa plusieurs lignes de code, inséra une des clés et lança le transfert. Pendant que les données s'acheminaient à travers un réseau de serveurs anonymes, Camille lui tendit un petit carnet. Contact, nom, fragments d'anciens dossiers. Des gens comme moi. Certains disparus, d'autres encore en veille. Il faut les retrouver. Tu penses qu'ils vont se manifester ? Ils n'ont jamais cessé d'attendre. Il suffit de raviver la mémoire. Le réseau qu'elle évoquait ne s'était jamais réellement organisé. C'était un vestige, un ensemble de consciences éparses, marquées par le même silence, le même oubli. D'anciens sujets du protocole M, échappés, rejetés ou rendus inopérants. Jusqu'ici, chacun avait survécu seul dans l'ombre, mais Camille venait d'en allumer la cartographie. Elle passa les jours suivant à envoyer des signaux, phrases codées sur des forums abandonnés, emails chiffrés, appels depuis des cabines publiques. Elle utilisa les données récupérées pour croiser les anciennes localisations, les habitudes fragmentées, et peu à peu les réponses arrivèrent. Le premier fut un homme à Lyon, ancien bibliothécaire. Il se souvenait de rêves étranges, de protocoles scolaires interrompus. Il confirma avoir reçu les mêmes menaces que Camille. Puis une femme à Marseille, ancienne statisticienne, qui avait conservé un carnet de symboles incompréhensibles depuis des années. Tous avaient un point commun, des trous chronologiques dans leur biographie, des zones blanches qu'ils n'avaient jamais su expliquer. En une semaine, Camille identifia plus d'une douzaine de ces résiduels. Elle les appela ainsi, non des victimes, non des survivants, mais des fragments conscients du système, et ce qu'elle leur proposait n'était pas une révolution, mais une reconquête, celle de leur propre mémoire. Elle mit en place un protocole de communication clandestin. Chaque membre recevait une phrase codée par semaine, un fragment d'information qui n'avait de sens que pour eux. En parallèle, elle distribuait des extraits des archives qu'elle avait volées, dossiers de tests, évaluations, méthodes d'effacement. Et elle leur demandait une seule chose, raconter, pas publier, pas dénoncer, juste écrire, mettre en récit ce qu'ils avaient cru oublier. Parce que la mémoire, disait-elle, ne pouvait être effacée tant qu'elle trouvait une forme de récit. À Paris, Marcel créa un serveur caché, hébergé sur plusieurs couches de relais, où chaque témoignage apparaissait sous pseudonyme. Le site se présentait comme un projet artistique, mais ceux qui savaient lire entre les lignes comprenaient. Et rapidement, d'autres récits vinrent de l'extérieur, d'Afrique du Nord, du Québec, d'Allemagne. Delacroix n'était pas un cas isolé. C'était une méthode appliquée sous d'autres noms, d'autres structures. Le protocole M avait essaimé. Camille n'avait pas trouvé le cœur. Elle avait réveillé un réseau. Mais tout cela ne se fit pas sans conséquence. Une nuit, en rentrant au studio, elle découvrit la porte entr'ouverte. Rien n'avait été volé, mais son mur avait été vidé. Toutes ses notes, arrachées. Une seule phrase était restée, griffonnée sur un coin de table. « Le souvenir est un poison. Rendors-toi. » Elle sut alors que la tour l'avait laissée partir non pas par faiblesse mais par stratégie. L'éveil des résiduels faisait partie du plan, une expérimentation à grande échelle. Observer ce qu'une mémoire libérée pouvait engendrer. Il ne la combattait pas. Il l'étudiait. Elle s'effondra sur le lit mais ne pleura pas. Elle comprit que la lutte ne se ferait pas à coup de révélation, mais par la persistance, l'endurance du souvenir contre l'oubli organisé. Et dans les jours suivants, elle continua, envoya d'autres fragments, écouta d'autres voix, corrigea les traces, nettoya les récits. Camille ne voulait pas devenir une héroïne, elle voulait devenir un fil, un lien vivant entre ceux qui se croyaient seuls. Delacroix n'avait pas prévu ça, que l'échec d'un effacement engendrerait une mémoire collective. Le réseau grandissait en silence, s'étendait à travers des couches invisibles du web, tissant entre ses membres une toile de souvenirs réactivée. Ce que Camille avait enclenché n'était plus un simple mouvement de réponse,
c'était une inversion méthodique du principe même du protocole, monsieur. Ce que Delacroix avait conçu pour effacer, elle l'utilisait pour raviver. Le premier à évoquer le terme fut un ancien ingénieur biométrique de Prague, identifié sous le pseudonyme Karel D. Dans un message chiffré, il écrivait « La mémoire, comme toute matière, peut être inversée si l'impulsion est correctement orientée. Ce que vous faites n'est pas une fuite, c'est une contre-programmation, l'expérience inversée. » Camille adopta le terme immédiatement. L'expérience inversée devint le nom du noyau actif du réseau. À l'intérieur, les récits affluaient. Souvenirs modifiés, perceptions fragmentées, impressions récurrentes de déjà-vu, schémas familiaux troublés. Tous avaient en commun une origine floue, une date qu'aucun d'eux ne pouvait préciser. Un point de bascule où leur vie avait pris un tournant sans cause visible. Mais Camille ne se contentait plus de collecter. Elle codait. Avec l'aide de 2 anciens experts en sécurité informatique, elle mit au point un logiciel cryptographique, simple, capable de transformer un souvenir écrit en un fragment chiffré, contenant à la fois l'émotion d'origine et sa structure sémantique. Ce logiciel, baptisé Réverbère, permettait à chaque membre de l'expérience inversée de déposer un souvenir, non pas seulement comme un texte, mais comme une onde de mémoire à réactiver. Chaque onde pouvait alors être réinjectée dans les récits des autres, créant un effet de résonance. Ce que l'un se rappelait ravivait ce que l'autre croyait perdu. Ce procédé fut la première véritable attaque contre l'architecture du protocole M. Une mémoire partagée, incontrôlable, auto-régénérante. Camille observa les effets avec une attention clinique. Elle vit les premiers changements. Des individus qui retrouvaient des lieux oubliés, des rêves devenus plus cohérents, des flashs d'enfance qui ne correspondaient à aucune photo de famille, et surtout, une identité qui se recomposait en dehors du contrôle des architectes. Mais l'effet ne passa pas inaperçu. Delacroix répondit par des contre-mesures plus subtiles, des faux récits infiltrés dans les plateformes du réseau, des témoignages conçus pour semer le doute, insérer des erreurs, détourner l'attention. Camille mit en place une cellule de vérification regroupant 3 membres de confiance, chargés de détecter les anomalies narratives. Le combat devenait psychologique, non plus sur les faits, mais sur la structure du souvenir. Un soir, elle reçut un message d'un utilisateur inconnu. L'adresse était signée O0. Le contenu était court. Vous croyez libéré. Vous encodez. Elle le relut plusieurs fois. Était-ce une menace, un avertissement, ou une vérité que même elle n'avait pas envisagée? Le doute s'installa. Et si l'expérience inversée, par son propre système de codage, ne faisait que recréer une nouvelle forme de contrôle? Une mémoire orientée, une mémoire algorithmique? Elle en parla à Marcel. « Tu crois qu'on manipule aussi ?» demanda-t-elle. « Toute mémoire partagée est une fiction construite, mais la tienne n'est pas imposée. Elle est choisie par ceux qui savent lire. Et les autres, ceux qui suivent sans comprendre, ceux-là sont aussi en train de s'éveiller. Pas tous au même rythme, mais ça viendra. » Camille décida alors de publier une déclaration. Pas un manifeste, un aveu. Elle expliqua le fonctionnement du réseau, le rôle du logiciel Réverbère, les risques d'une mémoire artificielle. Elle appela chaque membre à questionner non seulement ce qu'il se souvenait, mais pourquoi il s'en souvenait. Ce fut un geste fort, un renversement de posture, et cela renforça la confiance. Mais le danger monta d'un cran. Un matin, Lucien Berger fut retrouvé inconscient dans son appartement, son ordinateur vidé, ses notes effacées. Rien ne fut volé, aucun témoin. Il resta hospitalisé 3 jours, incapable de parler. À son réveil, il ne reconnut plus Camille. Sa mémoire avait été nettoyée, mais de manière sélective. Il se souvenait de son nom, de ses goûts, de son adresse. Mais tout ce qui concernait Delacroix, le protocole M ou l'expérience inversée avait disparu. Camille en fut bouleversée. Ce n'était plus un jeu d'information, c'était une guerre de conscience. Delacroix venait de prouver qu'il pouvait encore agir sur le terrain biologique. Elle convoqua une réunion virtuelle avec les membres principaux du réseau. 15 connexions actives, camouflées, protégées. Elle parla avec une gravité nouvelle. Nous devons changer de nature. Cesser d'être un réseau de souvenirs. Devenir un réseau d'action. « Tu veux créer une cellule physique ?» demanda Karel D. « Pas seulement. Un organisme, une entité qui agit en amont.
plus d'attentes, plus de réactions. Et si nous devenons ce qu'ils ont été, alors ce sera la preuve que la mémoire ne suffit pas, qu'il faut plus que ce souvenir pour exister. Le silence fut long. Puis un à un, les membres validèrent. L'expérience inversée ne serait plus une mémoire partagée, elle deviendrait une stratégie. Et Camille, de Résiduel, devint l'initiatrice. Il fallut moins d'une semaine pour que l'expérience inversée prenne sa nouvelle forme. Le réseau, jusqu'alors fluide et presque abstrait, se transforma en une organisation cellulaire rigoureuse. Chaque membre principal assumait désormais une fonction. Infiltration, vérification, coordination, transmission, protection. Camille, elle, devint à la fois le centre névralgique et le visage masqué d'un mouvement sans nom public. L'expérience inversée ne se proclamait pas, elle s'installait. Mais pour que ce changement opère durablement, Camille savait qu'il fallait un point d'ancrage physique, une action décisive, un événement qui cristalliserait l'existence du réseau au-delà du monde numérique. Elle laissa le choix aux membres actifs. Attaquer une structure de Delacroix de façon symbolique ou pénétrer à nouveau le 14e étage pour établir une preuve irréfutable. Contre toute attente, la majorité vota pour la seconde option. Ce fut le premier véritable pacte du groupe, scellé par une déclaration partagée appelée le Pacte de Verre. Ce texte, rédigé à partir des fragments de souvenirs les plus puissants des membres, fut compilé par Camille elle-même. Il stipulait que l'acte de reconnaissance devait se produire dans l'espace même où l'oubli avait été conçu, que la mémoire devait faire face à son architecte. Ils choisirent la date. Le 18 juin à midi, une symbolique de libération. Le plan fut élaboré à Weber. Fausse précision. Camille, accompagnée de 2 membres du réseau, se ferait passer pour une équipe de maintenance déployée pour un contrôle technique d'urgence dans les étages supérieurs. Les identités, les badges, les signatures numériques, tout avait été falsifié avec le concours de Karel D et de l'ancienne archiviste Thérèse Lamarck, qui s'était remise en réseau malgré son âge avancé. À l'aube du jour choisi, Camille enfila une combinaison neutre, couvrit ses cheveux et ajusta un badge portant le nom d'un agent fictif. A. Mercier. Inspection réseau principal. Les 2 autres membres, un homme et une femme, se nommaient Nora et Julien dans l'opération. Tous portaient le même uniforme, les mêmes écouteurs discrets et une montre synchronisée à la seconde. Ils pénétrèrent dans la tour par l'entrée de service, saluèrent le vigile sans éveiller de soupçons et empruntèrent l'ascenseur secondaire. Là, grâce à un code temporaire généré par réverbère, ils atteignirent le 14e étage. Tout était calme, mais à la différence de la première visite de Camille, les lumières étaient cette fois éteintes. Aucun bruit, aucun employé. L'étage semblait figé dans une attente silencieuse. « C'est une coquille vide », murmura Nora. « Non », répondit Camille, « c'est un miroir. » Ils avancèrent dans le couloir central jusqu'à la salle circulaire. Tout était en place. Les 5 sièges, les panneaux muraux, l'écran principal. Mais personne n'attendait. Sur la table centrale, une boîte transparente faite d'un matériau semblable au verre trônait comme un trophée. À l'intérieur, un simple dossier estampillé CI00. « C'est mon code », murmura Camille. « C'est moi. » Elle ouvrit la boîte, sortit le dossier et vit un document unique, un relevé de présence, une ligne de données et une phrase manuscrite « Le souvenir t'appartient. » Le monde non. Derrière elle, Julien déclencha une alarme silencieuse comme prévu. Le signal codé serait intercepté par Marcel, puis redirigé vers une dizaine de relais. Dans 2 minutes, la présence de Camille et de ses compagnons serait connue. Il n'avait plus beaucoup de temps. Camille inséra un module de transfert dans l'un des panneaux. Il contenait les récits des résiduels, les codes d'accès aux témoignages, les archives récupérées depuis des mois. Leur but n'était pas de voler, c'était de renverser, injecter dans le système les preuves de son propre mensonge. Mais c'est à cet instant que la pièce changea. Une voix s'éleva, la même, synthétique, monocorde. « Vous avez joué votre rôle. Maintenant, regardez. » Les murs devinrent écrans. Tout autour d'eux, les visages des membres du réseau apparurent. Des extraits de conversations, des lignes de code, des documents transmis. Tout ce qu'ils pensaient caché était visible. Nous ne contrôlons pas la mémoire, nous contrôlons la croyance. Camille se tourna vers ses compagnons. On savait que c'était possible. Ils regardent, mais ils ne comprennent pas.
Encore ce qu'ils voient. Et si, demanda Julien. Alors on leur donnera la suite. Elle lança la dernière commande. Un signal lumineux parcourut les circuits. Le pacte de verre venait d'être inscrit dans les serveurs internes de la Croix. Une faille volontaire, une mémoire impossible à supprimer sans s'auto-effacer. La pièce vibra. « Ils réécriront tout », murmura Nora. « Dans 1 heure, il ne restera rien. » « Non, répondit Camille, il restera un éclat, toujours, même dans le verre brisé. » Ils quittèrent le 14e étage par un escalier de service. À 12h12, ils étaient hors du bâtiment. À 12h20, les premières copies du pacte de verre furent publiées sur les relais publics. À 12h30, les mots « expérience inversée » apparurent dans les tendances mondiales, mais disparurent en moins de 10 minutes, censurés, interdits. Mais les copies continuaient à circuler, par images, par fragments, par murmures. Et, dans le silence des systèmes, Delacroix comprit ce qu'ils avaient sous-estimé, qu'un souvenir, une fois partagé, devient une faille perpétuelle. La ville n'avait pas changé. Ses rues, ses feux, ses visages restèrent les mêmes. Mais, pour Camille, Paris était désormais traversé par une tension invisible. Comme si chaque carrefour portait une charge nouvelle, chaque passant une parcelle d'histoire tue. Depuis l'activation du pacte de verre, rien n'avait explosé. Aucune alerte, aucun communiqué. Et pourtant, tout avait basculé. La tour, Delacroix extérieurement intacte, était devenue un monument creux. L'intérieur avait été purgé, les accès modifiés, les employés déplacés sans explication. Officiellement, une opération de maintenance de haute sécurité avait été déclenchée à la suite d'une cyberattaque. Mais dans les réseaux de Camille, on parlait d'effacement massif. Le 14e étage, selon les rumeurs, aurait été vidé en moins de 24 heures. Et malgré tout, rien ne disparaissait vraiment. Les fragments du pacte circulaient toujours. Sur les forums de développeurs, dans des échanges codés entre artistes numériques, jusque dans des lignes de poèmes partagés par des écrivains anonymes. Le texte original avait été divisé puis transmis en morceaux distincts. Chaque section portait une signature, un nom de disparu, un mot effacé, une date oubliée. Camille, elle, avait cessé de se cacher. Elle ne donnait pas d'interview, ne signait aucun message. Mais son nom apparaissait désormais dans les marges, dans les commentaires, dans les signes. Elle était devenue un mythe qui refusait de devenir légende. Elle agissait encore à chaque instant. Ce fut Nora qui parla la première de résurgence. On croyait que la mémoire partagée suffirait, mais ce qu'on observe, c'est plus profond. Les gens n'évoquent plus seulement leurs souvenirs, ils agissent en fonction d'eux. Ils reconstituent leur trajectoire. « Tu veux dire qu'ils redeviennent eux-mêmes » demanda Camille. « Non, qu'ils deviennent ce qu'ils n'avaient jamais été autorisés à être. » Les faits étaient subtils, mais réels. Dans plusieurs villes, des individus considérés comme marginalisés ou effacés reprenaient la parole. Des professeurs redevenaient conférenciers. Des artistes réapparaissaient avec des œuvres qui semblaient porter la trace d'une mémoire exhumée. Des familles fragmentées se réunissaient autour d'un nom oublié. Un bruit discret parcourait la société. Pas un cri, un murmure persistant. Mais la résurgence n'était pas qu'humaine. Elle était aussi structurelle. Dans certaines entreprises partenaires de Delacroix, des archives réapparurent mystérieusement. Des contrats, des décisions de conseil, des restructurations passées furent exposées. À Londres, un journal financier reçut une boîte contenant des copies de documents internes de 2008. À Berlin, un blog indépendant publia les rapports d'une commission d'enquête jamais diffusée. À Montréal, un groupe d'étudiants lança une carte interactive des zones de mémoire supprimées. Delacroix tenta de riposter. Ils achetèrent des mots-clés, inondèrent les réseaux de contenu générés artificiellement pour noyer les informations authentiques. Mais chaque tentative de brouillage créait un nouveau contre-effet. Les utilisateurs, entraînés par les outils de Camille, savaient désormais lire entre les lignes. Et au cœur de cette effervescence silencieuse, un événement inattendu surgit. Un ancien cadre supérieur de Delacroix, Laurent Desormes, contacta directement Camille. Il utilisait un pseudonyme, mais le contenu de ses messages prouvait son identité. Il connaissait les codes du 14e étage, les noms réels des 5 figures de l'ombre, les localisations des serveurs primaires du protocole M, mais ce n'était pas une trahison.
C'était un acte de résurgence. « Je n'ai jamais oublié ce que j'ai vu », écrivait-il. « J'ai juste appris à le recouvrir. Vous avez soulevé le voile. Je suis prêt à tout transmettre. » Camille accepta la rencontre, avec prudence. Elle l'attendit dans une serre botanique abandonnée aux abords de la Villette. Quand il arriva, elle le reconnut immédiatement. L'un des silhouettes qu'elle avait vues le premier jour au 14e. L'homme au costume gris. Celui dont le regard, à l'époque, ne portait aucun doute. Il était un gardien. Mais désormais, il était las, émacié, déchargé. « Vous avez détruit le miroir, dit-il en s'asseyant. Pas le système, mais sa légitimité. Et vous venez me dire que vous êtes de notre côté. Je viens vous dire que votre victoire est réelle, mais qu'elle ne suffit pas. » Il sortit une clé chiffrée gravée à la main. Voici le noyau dormant, la matrice du programme, son langage source, ses véritables intentions. Ses intentions. Le protocole M n'a jamais été conçu pour effacer. Il a été conçu pour réécrire. Camille resta silencieuse. « Vous pensez que vous avez réveillé des souvenirs, reprit-il. Mais ce que vous avez fait, c'est recréer les fondations d'un monde où le passé n'est plus un poids. C'est pour cela qu'il vous laisse agir. Parce que vous construisez un terrain qu'il pensait inatteignable, un passé vivant. Alors pourquoi me le donner? Parce qu'ils s'adaptent, ils observent, et un jour, ils referont surface, sous une autre forme, une autre méthode. » Camille prit la clé, la serra contre elle. « Et vous, que ferez-vous? Moi, j'ai déjà disparu. » Il se leva et disparut dans la brume de la serre, comme un spectre. Cette nuit-là, Camille retourna dans son studio. Elle inséra la clé dans un port sécurisé, ouvrit les premiers fichiers et vit apparaître ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Non pas un programme, mais un projet philosophique. Des pages de texte, des réflexions, des hypothèses. Tout un système de pensée construit autour d'une idée simple, que l'oubli peut être une forme supérieure de paix. Camille comprit que la guerre n'était pas terminée. Elle venait seulement de changer de forme. Les jours qui suivirent furent parmi les plus silencieux de l'existence de Camille. Non pas en apparence, le réseau était plus actif que jamais, les contacts affluaient, les fragments de mémoire continuaient à se rassembler, mais à l'intérieur, quelque chose en elle s'était figé. Depuis qu'elle avait lu les premières pages du noyau dormant, la certitude, sur laquelle elle avait bâti toute l'expérience inversée, se trouvait fissurée. Le protocole M, tel que révélé dans ses textes d'origine, n'était pas un outil de domination, ni même un dispositif de manipulation sociale. Il était, dans son essence, une tentative d'abolir la souffrance mémorielle, une machine philosophique, conçue non pour supprimer des individus, mais pour leur offrir une existence affranchie de leur propre chaîne. Le document fondateur portait un titre glaçant dans sa beauté, « Lettre aux êtres saturés ». Ce texte, signé seulement par une initiale, L, posait une question fondamentale. Et si nous pouvions offrir aux êtres une vie sans poids, sans résidus, sans couches anciennes, une vie qui commence chaque matin? Le protocole M était né de cette idée. Et si l'on pouvait créer des trajectoires humaines dénuées de passé, d'obstacles intérieurs, de douleurs récurrentes, l'effacement ne serait plus un effroi mais une grâce. Camille, elle, avait toujours combattu l'oubli comme une violence. Elle le voyait maintenant dans une lumière plus ambiguë. Et cette ambiguïté, loin de la déstabiliser, affûta sa détermination. Elle comprit que sa mission n'était pas seulement de préserver les souvenirs, mais de défendre leur complexité, leur poids, leur vérité crue. Ce que Delacroix appelait saturation, elle l'appelait racine. Ce que d'autres nommaient dysfonction, elle y voyait identité. Elle convoqua alors un cercle restreint de l'expérience inversée, 10 personnes, choisies non pour leur influence ou leur ancienneté, mais pour la force de leurs souvenirs. Ensemble, ils élaborèrent une dernière opération, non pas une attaque ni une libération spectaculaire, mais un geste, un signal final. Camille baptisa ce projet « Le dernier fragment ». Son principe était simple. Une fois activé, le dernier fragment injecterait dans les systèmes dormants de Delacroix une ligne de données unique, une chaîne de mémoire construite à partir des souvenirs les plus humains, les plus contradictoires, les plus irrésolus, recueillis depuis la fondation du réseau. Ce ne serait ni un virus ni une attaque, mais une onde, une forme. Le fichier fut créé à partir d'un algorithme émotionnel. Chaque ligne de code portait une charge affective, une vérité partagée, un moment suspendu,
Une main de mère, une voix brisée, une chambre d'hôpital, un rire perdu. Ce fragment ne détruirait rien, mais il contaminerait. Il ralentirait la machine du lissage. Il instillerait le doute, l'irrécupérable. Camille composa le noyau du fichier elle-même. Et au centre, elle inséra un souvenir qu'elle n'avait jamais raconté. Une nuit, à l'âge de 10 ans, elle s'était enfuie de la maison bretonne pour rejoindre la forêt. Là, elle avait parlé à un arbre. Elle lui avait raconté une sensation qu'elle ne comprenait pas, celle d'avoir déjà vécu une autre vie. Et l'arbre, bien sûr, n'avait rien répondu, mais ce silence l'avait apaisée. Elle inscrivit ce souvenir dans une ligne de code. Un arbre muet vaut mieux qu'un monde sans racines. Le dernier fragment fut lancé un jeudi, soir à 20 heures précises. Aucun feu d'artifice, aucun écran noir, juste une impulsion, un battement envoyé dans les circuits. Puis Camille attendit. Durant les jours suivants, rien de tangible ne se produisit. Mais le réseau sentit quelque chose. Des anomalies apparurent dans les systèmes de Delacroix. Des lignes de rapport, impossibles à effacer. Des réunions reportées sans raison. Des consultants désorientés par des résurgences de dossiers anciens. Et surtout une lettre. Une lettre reçue par un cadre de haut niveau de la tour. Elle avait été laissée anonymement dans son bureau, écrite à la main, signée d'un seul mot, mémoire. À partir de ce moment, les récits changèrent, de ton. Les membres de l'expérience inversée ne parlaient plus de lutte, ils parlaient d'enracinement. Ils ne se voyaient plus comme des fragments, mais comme des témoins, des porteurs, des tisseurs de continuité dans un monde fait d'amnésie volontaire. Et Camille, elle, se retira lentement. Elle ne disparut pas, mais elle cessa de diriger, de coder, de répondre. Elle redevint une voix parmi les autres, une présence diffuse. Parfois un texte signé C apparaissait sur un forum, parfois un commentaire, une ligne, une photo. Et un jour, dans une petite librairie de Marseille, un livre sans auteur fut trouvé. Il ne portait ni titre ni résumé, juste une phrase en première page. « Ce que tu te souviens, ils ne peuvent plus l'effacer. » Les mois avaient passé. Paris, fidèle à elle-même, ne gardait la mémoire que de ses saisons. L'été effaçait les bruits de l'hiver et l'automne emportait les traces du printemps. Mais au sein de certaines consciences, quelque chose persistait. Une tension discrète, une résonance. L'expérience inversée, née d'une blessure, était devenue une onde souterraine. Non, un mouvement, une mémoire vivante, disséminée. Camille, elle, avait quitté la ville. Elle vivait désormais dans une maison modeste adossée à une falaise face à l'Atlantique. Le vent salé, les cris des goélands et la respiration du ressac rythmaient ses journées. Elle lisait beaucoup, écrivait parfois, mais surtout elle observait. Non les gens, non les systèmes. Elle observait le temps, ce qu'il fait aux choses quand on le laisse faire. Un matin de novembre, alors qu'elle ramassait des algues sur la plage, elle aperçut une silhouette immobile sur la falaise. Un homme, en manteau noir, il l'attendait. Quand elle s'approcha, il ne dit rien tout de suite. Il lui tendit un objet, une boîte métallique. C'est la dernière copie du protocole Monsieur l'Original. Tout ce que Delacroix a effacé, stocké, déplacé. Et là, Camille prit la boîte, la soupesa. Elle ne demanda pas d'où il venait, ni pourquoi il la lui remettait. Elle savait que les raisons n'étaient plus importantes. Seules les conséquences comptaient. « Vous voulez que je la détruise ?» demanda-t-elle. « Non, que vous choisissiez. » Elle ne répondit pas. L'homme repartit sans tourner la tête. Elle resta là longtemps, la boîte entre les mains, le vent battant ses cheveux. Elle comprenait l'enjeu. Ce n'était plus un combat, c'était une décision de civilisation. Garder la mémoire, c'était accepter le poids, le conflit, la complexité. L'effacer, c'était offrir une chance à l'innocence, mais au prix de la lucidité. Le soir venu, elle alluma une lampe à huile, ouvrit la boîte. À l'intérieur, un disque dur crypté. Elle l'inséra dans son vieil ordinateur. Il fallut plusieurs heures pour en déverrouiller les couches. Et ce qu'elle découvrit dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de profils, de données personnelles, de souvenirs modifiés. Le protocole, CAM, contenait des récits réécrits d'événements historiques, des reconstructions mentales d'épisodes politiques, des simulations de société où certaines vérités avaient été ajustées pour maintenir une cohérence sociale. Delacroix n'était pas seulement un système de mémoire individuelle, c'était un moteur de récit collectif. Elle comprit alors que le monde dans lequel elle vivait
n'était pas seulement un monde d'oubli. C'était un monde réécrit, modelé, fragment par fragment, pour maintenir un équilibre, un calme, une illusion. Camille resta sans voix. Le vertige était immense, mais elle n'était plus seule. Elle convoqua une dernière fois le réseau, non en tant que chef, en tant que gardienne. Elle partagea la boîte, le contenu, les récits. Elle n'imposa aucune vérité. Elle demanda des regards, des lectures, et chacun, dans sa langue, dans sa douleur, dans son silence, répondit. Certains crièrent au scandale, d'autres demandèrent qu'on détruise tout. Un petit groupe suggéra de publier l'ensemble, mais la majorité étrangement vota pour une solution inattendue. Intégrer le protocole M dans l'expérience inversée. Non comme un outil, mais comme un objet d'étude, un miroir permanent de ce que le pouvoir peut devenir quand il agit sans témoin. Le réseau construisit alors une bibliothèque numérique clandestine, hébergée sur des satellites indépendants. Chaque fragment du protocole y fut conservé, annoté, confronté. Le passé réécrit fut à son tour mis à nu, et pour chaque version falsifiée, un récit humain fut proposé, non pour restaurer la vérité, mais pour offrir des contre-mémoires. Et Camille, elle, retourna à sa falaise. Un jour, une jeune fille vint la voir. Elle portait un carnet semblable à celui que Camille avait tant utilisé autrefois. « Vous êtes Camille Moreau ?»« J'ai été, et toi ?»« On m'a dit que vous pouviez m'apprendre à me souvenir. » Camille sourit. « Je ne peux pas, mais je peux t'apprendre à refuser d'oublier. » La jeune fille s'assit. Le vent soufflait fort. Elles ouvrirent le carnet. Écrivirent une phrase, puis une autre, puis une histoire, et ainsi, de main en main, de voix en voix, la mémoire devint un acte vivant. Pas une archive, pas un cri, mais une transmission, un pacte d'humanité que ni le silence, ni la technologie, ni le temps ne pouvaient plus effacer.